Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ils sont plus de 200 000 enfants à avoir connu les foyers, l'abandon et la réalité des services sociaux en France. Notre invité publie son témoignage, un récit de vie aussi difficile que nécessaire sur la réalité de ces enfants oubliés. Natania Sion sera avec nous en première partie d'émission. Trésor d'Égypte, une tournée de concerts mise en place par l'association Partage avec les enfants du monde pour créer un pont entre les enfants d'Égypte et ceux de France. On en parle avec la directrice générale de l'association. Tout de suite, on va faire un point sur l'actualité du jour avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec les suites de l'affaire Betaram. On avait déjà évoqué hier la commission d'enquête indépendante lancée par la congrégation religieuse de Betaram. Elle devrait être investiguée, je cite, pendant au moins 6 mois sur les causes de ces abus massifs. Les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram annonçaient aussi hier que les victimes des violences sexuelles prescrites commises par des laïcs allaient être indemnisées. Au même titre que les victimes de violences commises par des religieux, les seuls indemnisés jusque-là, des mesures saluées par l'insoumis Paul Vannier, un des élus à l'origine des révélations au grand jour de cette affaire. Le député LFI du Val d'Oise a été élu co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les modalités du contrôle de l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Il était invité de nos confrères de France Info et se demandait comment est-il possible que pendant tant d'années, tant de crimes aient été commis sans qu'aucun service de l'État, de l'éducation nationale, de la justice ne les détecte pour les faire cesser. J'ai été ému de voir que mon action de député a pu contribuer à une certaine libération de la parole des victimes, à Betaram et dans de nombreux autres établissements. C'est ainsi que l'action politique fait sens. J'appelle toutes les victimes à parler et à se tourner vers la justice pour se défendre. Empêcher d'autres Betaram, c'est l'objectif de cette commission d'enquête parlementaire. Empêcher d'autres Betaram, protéger les publics, et notamment les enfants. On connaît d'ailleurs le nom du nouveau haut-commissaire à l'enfance. Oui, c'est une continuité puisque c'est Sarah El Haïry qui a été nommée ce mercredi à 35 ans. Cette figure du MoDem va retrouver des sujets dont elle s'était brièvement occupée entre février et septembre 2024. Elle était alors ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles sous le gouvernement Attal. La création du poste de haut-commissaire à l'enfance avait été promise par Emmanuel Macron en décembre 2024 en réponse aux critiques soulevées par l'absence d'un ministère de plein exercice dédié à cette question dans le gouvernement Bayrou. Les violences faites aux enfants, la question de l'adoption, la politique de soutien à la parentalité ou encore la stratégie d'usage des écrans. Beaucoup de dossiers attendent Sarah El Haïry et le commissariat. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi ce plan contre le port d'armes blanches chez les mineurs. C'est un sujet de grande inquiétude, particulièrement en Ile-de-France. La mort du jeune Elias, 14 ans, tué par arme blanche en janvier dernier. Pour son portable résonne encore dans tous les esprits. Et ce mardi, la ville de Paris, la préfecture de police, le parquet et le rectorat se sont associés avec ce plan. Donc, un dispositif qui commencera par de la prévention, principalement au collège, dans les classes de 4e et 3e. Des interventions de sensibilisation au milieu scolaire qui seront notamment assurées par des policiers municipaux et des médiateurs spécialement formés, des forces de l'ordre qui seront aussi présentes aux abords de ces collèges, mais aussi des lycées et centres sportifs. Pour Bernard Beignet, recteur de l'Académie de Paris, cette présence est absolument nécessaire. La grande difficulté pour les chefs d'établissement, c'est qu'ils sont maîtres chez eux, dans l'enceinte scolaire. Et dès lors que la porte est franchie, cela relève d'une autre autorité. Si cette autorité, la police ou la gendarmerie, vient à se renforcer, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Le personnel scolaire impliqué, les forces de l'ordre aussi. Et pour Nicolas Nordman, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la sécurité et de la prévention, il en va aussi de la responsabilité des parents de s'assurer que leurs jeunes ne se dotent pas d'une arme blanche, parfois prise dans la cuisine. Certaines familles doivent prendre conscience de la gravité de ce phénomène pour prendre des mesures et agir. À Paris, les chiffres ont été rappelés hier par le préfet de police Laurent Nunez. 26 rixes entre bandes rivales ont été recensés en 2024 par la préfecture de police. C'est le double de 2023. Ces affrontements sont majoritairement impliqués avec des mineurs. L'âge moyen ne cesse de baisser. 17 ans l'année dernière, 16 ans cette année dans l'agglomération parisienne. Et le plus souvent, ces jeunes étaient munis d'armes blanches. Et on part à Cannes à présent. Alors, on ne va pas parler d'armes blanches pour le coup, mais pour les élèves perturbateurs, eh bien, la ville prend des mesures strictes désormais. Un dispositif inédit en France, une initiative de la mairie de Cannes, vous l'avez dit Virginie. Les élèves des différents établissements de la ville sanctionnés en conseil de discipline devront faire
20 heures de travail d'intérêt général, les TIG comme on les appelle, seront effectuées dans des secteurs comme la propreté, le jardinage ou l'administratif, le tout pendant les vacances scolaires, une mesure qui a du mal à passer chez certains jeunes. C'est sortir les punitions du lycée de son contexte. Ça va contraindre l'élève à travailler pour la ville. J'ai déjà eu un conseil de discipline quand j'étais en 5e. Je pense que mes parents ils auraient plus été d'accord que je travaille que je sois exclu. L'objectif de cette mesure est de responsabiliser les jeunes avec cette alternative à l'exclusion scolaire. Écoutez Thierry Migoul, directeur du cabinet du maire de Cannes. Ça se fait pendant le temps hors scolaire, donc pendant les vacances. C'est ça qui est intéressant parce que l'élève, il peut continuer ses cours. Et, il n'a pas une mesure d'exclusion, donc il ne reste pas à la maison à rien faire ou à jouer aux jeux vidéo. Et donc il vient chez nous, il perd pas le temps. Enfin, il a toujours ses cours et puis il vient chez nous faire ce travail d'intérêt général, qui est un travail qui est à la fois ça permet à l'élève de prendre conscience de la bêtise qu'il a commise et puis de le responsabiliser en faisant une mission d'intérêt général pour le compte de la collectivité. Donc c'est doublement vertueux. Une idée brillante pour rétablir l'autorité selon les élus cannois. Rien de révolutionnaire pour Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, qui soulève en plus un petit souci d'organisation. C'est tellement une bonne idée que ça existe déjà dans l'éducation nationale, figurez-vous. Ah bon? Mais oui, ça fait partie du code des punitions et sanctions de l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle la mesure de responsabilisation, mais avant ça s'appelait travail d'intérêt général. Ça fait partie de la liste des sanctions que le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut donner de lui-même. Et pourquoi on les utilise très peu? C'est pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas les personnels pour les encadrer. Donc, je ne sais pas si le maire de Cannes a les personnels pour les encadrer. J'espère pour lui qu'en lançant cette idée, il les a et qu'il n'est pas en train d'ajouter des missions à des fonctionnaires territoriaux qui ont déjà des missions. Néanmoins, le travail d'intérêt général, si nous on avait les personnels pour les encadrer, très clairement on en donnerait beaucoup plus, parce que c'est une très bonne idée et c'est sans aucun doute très éducatif. Voilà, il y a le fond et la forme. Donc le programme, un partenariat entre la ville de Cannes et l'éducation nationale doit être mis en place le plus tôt possible. Mais pour l'instant, aucune date précise n'a été avancée. Et face à ces élèves turbulents, des jeunes parfois difficiles donc à contrôler, on peut se poser la question de l'autorité et aussi d'un débat qui revient souvent. Faut-il rétablir le service militaire? C'est la petite chanson qui peut revenir avec insistance dans ces situations. Et puis contexte géopolitique aussi, la guerre en Ukraine, les tensions entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui font craindre le pire aux portes de l'Europe après des discussions pour mettre en place une défense européenne. L'idée d'un service militaire obligatoire est réclamée notamment en Allemagne. Depuis quelque temps, la Belgique l'a aussi rétabli après plus de 30 ans d'absence. Alors est-ce possible en France? Écoutez ce qu'en disait cet éducateur spécialisé ce matin. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'aujourd'hui, si on veut se préparer à quelque chose, c'est pas forcément remettre en route le service militaire. Et en termes de valeur, oui, ça a apporté quelque chose pendant longtemps, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui soit le plus bénéfique. Et ce que je donnais tout à l'heure au standard comme exemple, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Poutine a juste à appuyer sur un petit bouton depuis chez lui pour qu'on soit privé de ressources en termes d'électricité et de blé. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité de la France et de l'Europe, c'est d'essayer de représenter à nouveau quelque chose. Voilà, et notez qu'il y a un peu moins d'un an, l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, avait réalisé une vaste enquête. Plus d'un jeune sur deux se disait prêt à s'engager pour défendre la France. Un regain de patriotisme chez les 18-25 ans. 62% d'entre eux étaient favorables à un retour du service militaire obligatoire. Allez, on retourne à l'école, en Saône-et-Loire plus précisément, avec cette histoire assez surprenante. Des écoliers auraient prodigué des massages à leurs enseignants. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Mâcon depuis le 12 février dernier. Cela fait suite au signalement d'un professionnel de santé concernant de potentiels agissements d'enseignants d'une école primaire de Ciry-le-Noble, en Saône-et-Loire. Donc, nos confrères d'ici Bourgogne ont pu recueillir le témoignage de parents qui préfèrent rester anonymes. L'une d'entre eux rapporte: j'ai des nièces et des neveux qui étaient scolaires
scolarisés ici et qui ont eu à réaliser des massages sur les épaules contre des images qu'on peut donner comme un bon point. Ma sœur relativise en disant que ce ne sont pas des actes sexuels, mais je ne trouve pas ça normal. Un adolescent qui a désormais quitté l'école primaire depuis plusieurs années maintenant précise de son côté, il s'agissait principalement de filles, souvent les mêmes élèves, et cela se passait dans la cour pendant la récréation. Je ne regardais pas trop et surtout ça a duré jusqu'à ce que je parte. Des accusations graves et totalement réfutées par le directeur de l'école qui est également enseignant en CP. J'hallucine de ce qu'il se passe. Aucun enfant n'a jamais été tiré au sort, aucun ne nous a apporté les cafés, aucun ne nous a massé. Le directeur assure qu'il n'a pas encore été entendu par les gendarmes et envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Des dizaines d'élèves ont eux déjà été entendus depuis quelques jours. La procureure de la République de Mâcon souhaite que toutes les familles concernées soient d'ailleurs entendues. Dans le cadre de l'enquête, tous les enseignants ainsi que le directeur qui demeurent présumés innocents seront suspendus à titre conservatoire. 4 professeurs remplaçants vont être mobilisés pour la rentrée de ce lundi 10 mars et une cellule d'écoute sera déployée à destination des élèves. Et puis d'une histoire surprenante à l'autre, eh bien on parle maintenant de cette lycéenne privée de voyage scolaire à cause de sa valise médicale. Kelly a 17 ans, elle devait participer à un voyage scolaire au Portugal prévu en mars. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare du foie, le syndrome de Crigler-Najjar. Mais elle souhaitait partir comme tout le monde et prendre l'avion avec ses camarades. Problème, la compagnie aérienne EasyJet a refusé d'embarquer sa valise médicale en cabine. Pourquoi ? Bien parce que cette valise fait 67 cm alors que les normes de la compagnie limite les bagages cabine à 56 cm. Mais voilà, ce matériel médical contenu dans la valise est indispensable, vital même pour Kelly. Le syndrome de Crigler-Najjar dont elle souffre nécessite que les malades passent environ 10 heures chaque nuit sous des LED. La lumière bleue de cette photothérapie permet d'évacuer la substance toxique de leur sang pour rester dans des taux viables. En cas de trop grande concentration, les malades risquent une attaque cérébrale, voire un décès. Comprenez donc, Kelly ne peut pas voyager sans cette valise, sans ces médicaments. La compagnie aérienne avait proposé à la famille de mettre la valise en soute. Hors de question pour la mère de Kelly par peur d'abîmer le matériel, d'autant que ces plaques LED sont fabriquées aux Pays-Bas avec 6 mois de délai selon l'association française de Crigler-Najjar. On nous parle d'égalité pour les personnes malades, handicapées. Au final, on en est loin. Kelly ne va pas pouvoir partir en séjour à cause d'une histoire de valise qui est légèrement trop grande. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, la mère de Kelly a publié une pétition en ligne et même écrit à l'Élysée. Le ministère des Transports lui a répondu et a assuré transmettre sa demande aux responsables de la compagnie aérienne. EasyJet est finalement revenu sur sa décision et a répondu favorablement aux demandes de la lycéenne qui pourra bien voyager. Tout est bien qui finit bien dans cette histoire. Et puis on va terminer comme souvent le mercredi avec les sorties cinéma. Vous nous parlez d'un film documentaire aujourd'hui, Adrien. Oui, ça s'appelle Les filles du Nil, un film documentaire, donc un témoignage puissant. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. ما قدرتش وناس صدقني خالص مش عارفه افكر ومش عارفه اطلع ازاي من المكان ده اختك وعامله مسرح يعني ده المفروض حاجه تبسطك مش كده حاجه تبسطني بس حاجه تبسط حاجه زعلان يلا يا عم ويلا يا خال تعالى شوف عروض بانوراما تمام التمام انا جسمي مش خاطري احنا عشان بنحب المسرح وما نعرف نعبر فيه عن راينا وعن الحاجات اللي احنا عايزينها. نفسي البس فستان من غير ما البس مكياجات. البنت ممنوع تختار شريك حياتها، انما الولد يحب مره واثنين وثلاثه. المتحرش غلطان. طب ما ممكن اعمل اللي انا عايزاه وبعد كده اتجوز عادي. انا مش هعمل اللي يريحكم، انا هعمل اللي يريحنا. امال عايزه تبقى فين؟ لو ما وصلتش للي انا عايزاه وما عملتش البومات وما اتشهرتش كده حسيت لا انا هموت. Voilà, les filles du Nil, c'est donc 5 jeunes coptes. Les coptes, ce sont des chrétiennes d'Égypte et elles vont se rebeller pour former cette troupe de théâtre de rue, une troupe exclusivement féminine, vous l'aurez compris. Elles rêvent de devenir comédiennes, chanteuses, danseuses et ensemble, elles défient à la fois leur famille et les habitants de la région avec des performances qui peuvent choquer dans cette région et qui sont loin des mœurs habituelles dans cette zone du monde. Ce film documentaire, c'est 4 ans de tournage. On découvre les rêves et les peurs de jeunes filles devenues femmes, les inégalités
l'égalité de genre aussi auxquelles elles sont confrontées dans une société masculiniste où leur futur devrait rimer avec travail ménager et mariage précoce. Ces femmes veulent croire en leur liberté. Elles croient en tout cas en cet espace. Les filles du Nil, c'est dans les salles à partir de ce mercredi. Merci beaucoup, Adrien. Dénoncer un système qui brise, une machine qui broie les enfants et les jette, cabossés par la vie. Voici les premiers mots de notre invité dans son ouvrage, celui qui retrace son enfance, une enfance terrible, une enfance avec des drames, mais aussi la réalité de l'aide sociale à l'enfance et de ceux qu'on ne protège pas assez. On va en parler tout de suite avec cette fameuse invitée, c'est Nathania Sion. Et je suis ravie d'accueillir sur ce grand JT Nathania Sion. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes créatrice de contenu et également autrice de ce livre extrêmement fort, L'enfant oublié, paru chez Hugo Doc, Quand la famille détruit et que le système abandonne. C'est effectivement toute la question et tout le sujet de ce livre. Vous me connaissez, je vous cite, à travers la femme que je suis devenue, mais dans ces pages, vous allez découvrir l'enfant oublié que j'étais, qu'une part de moi restera toujours. C'est par ces mots que notamment vous avez annoncé la sortie de votre livre par un post, comme un besoin de dire la vérité pour vous, de manière très ancrée. Je pense qu'aujourd'hui, forcément, les gens s'intéressent beaucoup à l'apparence et on ne se doute pas de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et je pense que c'est un vrai fléau parce qu'on se dit que tout va bien pour la vie de plein de gens. Et je pense que l'adulte qui est aujourd'hui est l'enfant qui a été abîmé avant. Donc quand les gens ne veulent pas s'occuper des problèmes, des traumatismes transgénérationnels ou d'enfants, c'est les adultes qui sont aujourd'hui dans la société qui après sont brisés. Donc je pense que c'est important de pouvoir voir ce qu'il y a derrière et pas juste « Ah, c'est une adulte qui est sur les réseaux et qui kiffe sa vie ». Il y a beaucoup plus que ça derrière. C'est ce que vous dites d'ailleurs à la fin du livre. Vous dites qu'il faut absolument ouvrir les yeux. Quand vous croisez un enfant, vous ne connaissez pas l'histoire qu'il y a derrière. Ouais, je pense que c'est ça qui est très important. Pouvoir essayer de donner plus de temps aux enfants. De vraiment ouvrir les yeux sur un sujet qui est très très important. On va parler justement de cette vie, cette première vie, parce que vous êtes encore toute jeune, mais une vie très remplie, une vie que vous racontez effectivement à travers ce livre. Vous dites vous avez besoin de hurler à la place de ceux qui sont réduits au silence. Ouais. Beaucoup sont silencieux. Beaucoup vous avez rencontré. Le problème, c'est qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un sujet dont les gens ne veulent pas trop aborder. Alors, il y a eu en vrai quelques interviews, quelques reportages. Il y a eu aussi le livre de Lies, qui est pareil, est un enfant qui a été, qui a été placé et qui a un combat juste exceptionnel. Mais il y en a aujourd'hui trop peu. Et malgré les quelques témoignages, il y a très peu de choses qui avancent. Et je me suis dit, en vrai, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir une communauté, de pouvoir porter un combat. Donc si je peux le faire, pour ceux qui n'ont pas pu, et pour aussi les filles qui m'ont énormément aidée, aujourd'hui que j'ai pu aussi avoir la chance de revoir les filles du foyer, tant mieux. J'ai besoin de le faire. Aider effectivement tous ceux qui vivent ce que vous avez vécu, aider aussi ceux qui ont un regard peut-être un peu détaché, qui ne connaissent pas effectivement ce que c'est qu'aussi l'abandon, les familles toxiques, l'aide sociale à l'enfance, et on va en parler, on va détailler ça, tout cela ensemble, pardon. Mais vous dites en fait, souvent on a l'impression que pour avancer dans la vie, il faut juste fermer les yeux et puis on se dit, on laisse tout derrière. Et non, c'est la pire chose à faire. Voilà. C'est la pire chose à faire. Même en thérapie, on te le dit, en fait, ton cerveau occulte, donc c'est génial. Ton cerveau a cette faculté de pouvoir mettre de côté certaines choses traumatisantes. Le problème, c'est que souvent, tu as ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ça te revient mais en pleine face et c'est extrêmement destructeur. Et c'est pour ça qu'en vrai, que ce soit du moment où j'ai commencé à être un peu connue sur les réseaux sociaux, j'ai toujours essayé de faire un peu lever ma voix là-dessus, que ce soit sur les problèmes de toxicité familiale ou sur les problèmes de foyer ou sur les violences conjugales, etc. Et je pense que c'est important et qu'on essaye alors non seulement d'en parler, mais de pouvoir un petit peu faire bouger les choses parce que c'est cool de pouvoir en parler, mais il y a tellement de choses qui sont hyper simples et réalisables qu'on peut faire pour aider les enfants placés. Vous parlez beaucoup des autres, mais ce livre, c'est vous. On va parler de vous précisément. Oui. Il faut que j'avance et pour avancer, je dois me retourner, plonger dans le chaos. C'est comme ça que vous décrivez cette enfance. Recoller les morceaux éparpillés de mon enfance et de mon adolescence, rouvrir les blessures. Une vérité, des faits que vous avez constamment annotés sur des petits carnets. Oui. Vous écriviez chaque moment de vie. Tout. Alors, heureux, il y en a eu peu, d'après ce que je comprends, mais des moments difficiles surtout, pour ne surtout pas oublier. Vous saviez que vous allez écrire un jour ? Alors,
quand j'ai récupéré par exemple mon dossier d'ASE, il y avait une note qui disait d'aide sociale à l'enfance qui disait, je crois que j'avais 11 ans et je me vois, donc il y a vraiment une lettre qui dit, un moment qui dit j'aimerais écrire mon histoire un jour. Et j'avais 11 ans. Et j'ai toujours eu cette volonté d'écrire parce que je me sentais pas compris par les humains, parce que je me sentais extrêmement seule et qu'il y avait que les mots qui étaient réconfortants à mes yeux, parce que eux avaient sens. Et du coup, je pense que j'ai toujours voulu écrire. Et ça a vraiment fait sens aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, que je suis fiancée, que j'espère avoir des enfants. C'est là où je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai pas vraiment guéri de toutes ces blessures et j'avais besoin comme de vomir en fait tout ça, d'expier toutes ces douleurs et ça a été, c'est encore en cours de thérapie. Hein. Alors, les gens qui pensent qu'on écrit et qu'après, ça y est, on a relâché, pas du tout. Là, c'est encore en train de travailler en moi. C'est peut-être maintenant que ça démarre d'ailleurs. C'est en train. Vous racontez donc l'enfer d'un chemin, un chemin presque tout tracé, un chemin finalement où quand on démarre avec l'enfer, avec le cauchemar, eh bien finalement on s'en sort rarement. C'est ça. De ce chemin. Ouais, mais bon, en vrai c'est presque logique dans le sens où si depuis petit on est habitué à quelque chose, comment par la suite se détacher de ça? Moi, par exemple, quand j'ai grandi dans des relations toxiques, évidemment, je me doutais bien vous vous doutez bien qu'à 8 ans, je me disais pas à mes professeurs, ma sœur est très toxique. Non, parce que j'en savais rien. C'était ma normalité à moi. Sauf que ta normalité à toi, forcément, augmente. Et du coup, tu prends des décisions. En tout cas, tu prends des décisions. Il t'arrive des choses dans ta vie qui sont directement liées à ça. Et en vrai, il y a des gens qui n'évoluent pas dans le sens où c'est un cercle infernal qui ne s'arrête jamais parce que tu ne veux pas casser ce cercle-là. Alors, je sais que c'est très compliqué de couper avec sa famille toxique. C'est une des, je crois, des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie. Parce que je les aime. L'enfer démarre avec le suicide de votre maman quand vous avez 1 an et demi. Un sentiment de culpabilité qui vous a habité très longtemps. Parce que mes frères et sœurs, ils disaient souvent que c'est de ma faute. Donc forcément, tu grandis comme ça et quand tu as dans un cerveau d'enfant, tu te dis c'est vrai, en vrai, mes frères et sœurs ils sont beaucoup plus âgés que moi, elle a survécu pour eux, elle a été une maman pour eux, alors pourquoi pour moi, elle n'a pas duré 1 an et demi et elle a préféré se donner la mort que d'être ma maman. Et puis après, il y a toutes ces phrases justement avec lesquelles tu grandis de « Ah mais si, regarde, aujourd'hui je dois t'élever mais parce que ta mère elle n'a pas voulu de toi ». Et c'est des choses qui construisent justement ta normalité et ta vision des choses. Et du coup, tu grandis à 8, 9, 10, 11 ans avec le fardeau de se dire mais peut-être qu'en fait, je suis responsable de la mort de ma mère. Et c'est horrible. Une donc demi-sœur qui est très présente puisque vous vivez avec elle. Le juge vous a confié à elle. Elle va continuer dans la culpabilité en permanence. Ouais. Elle vous demande de faire le ménage, de vous faire, vous dites, plus petite et de répondre à toutes ses demandes car c'est elle qui ramène l'argent à la maison. C'est ça. Mais même avec du recul, c'est vrai que je comprends pas pourquoi le juge a pris cette décision, en vrai. Dans le sens où elle était quand même très jeune. Comme on reparle du début, mais ma sœur, à ce moment-là, a 21 ans. Elle prend 2 enfants à charge, comme ça, parce que le juge a décidé, sans qu'il y ait de visite. Nous, on n'avait pas spécialement de visite. Enfin, j'avais une assistante sociale qui venait, mais c'est tout. Et on était, du coup, très seuls avec ma sœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait nous n'avions pas de famille que nous allions voir. Nous étions, elle, moi, à une période mon frère et c'est tout. Et du coup, forcément, la pression et l'emprise psychologique, elle est énorme. Et le jour où j'ai réalisé, parce que ça prend du temps, et c'est là où c'est dur, en vrai. C'est pas quand t'es dedans, c'est quand tu réalises que t'es dedans et que tu vas devoir t'en sortir. Vous pensez qu'elle aussi, sa normalité, finalement, était biaisée? Complètement. Mais parce qu'elle a vécu des traumatismes aussi, elle étant jeune, et qu'elle était clairement pas apte à avoir un enfant parce qu'elle n'était elle-même pas guérie. Et c'est tout le problème des traumatismes transgénérationnels, c'est justement ça. Alors même si vous vivez effectivement tous les 3, vous êtes quand même extrêmement seuls. Ouais. Vous vivez seul ou presque à 9 ans déjà, tout en étant scolarisé. Ouais. Et vous dites être obligé de me parler à moi-même pour faire un petit peu de bruit dans l'appartement. Vous vous sentiez absolument seul au monde à ce moment-là? Mais complètement. Sans aucun repère? C'est normal quand tu as 10 ans et que tu vois des parents qui viennent chercher leurs enfants, prendre des goûters, aller au parc. Et moi, je vais juste rentrer et j'étais seule, quoi. Et je vais faire mes courses, envoyer le courrier en photo à ma sœur qui était à l'étranger pour travailler. Et puis tu as cette culpabilité parce que je n'avais pas le droit de l'appeler en pleurant pour lui dire tu me manques. Parce que du coup, après, elle s'énervait en disant mais en fait là, je dois te nourrir. Donc juste accepte et ne me fais pas culpabiliser. Donc du coup, tu te fais encore plus petite, tu as encore moins d'émotions. La moindre émotion que tu as, tu ne t'autorises même pas à l'avoir. En fait, tu te dis j'ai déjà une chance que quelqu'un veuille de moi. Ne fais pas de vagues.
Et d'ailleurs, c'est là où vous apprenez effectivement que les émotions, il ne faut absolument pas les montrer. On va en parler plus tard, notamment à l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Mais déjà à l'école, vous dites aucune institution, aucun adulte censé prendre soin de nous n'a jamais levé le moindre doigt pour intervenir. L'école présumée, je cite parce que c'est assez long, mais c'est assez dense et c'est important qu'on l'entende. L'école présumée être un endroit sûr où l'on grandit a complètement ignoré ce qui se passait à la maison. Mes absences, mes blessures invisibles, mes silences, mes peurs, tout cela est passé inaperçu. Les professeurs n'ont jamais vu derrière mon sourire figé, de jolie femme que vous étiez déjà, derrière mon désir constant de disparaître pour ne pas déranger. Non, personne. Alors ça m'est arrivé quelques fois, je me rappelle par exemple d'une fois où j'étais au collège et que d'un coup il y a un homme qui me dit voilà je travaille en tant qu'assistante sociale et du coup parfois je vais te sortir de l'école pour voir un peu ce qui se passe. Et je lui ai dit en fait là je suis seule moi. Il me dit comment ça? Je lui ai dit j'habite toute seule. Ma sœur, elle va revenir peut-être dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, je sais pas. Et il n'y a rien eu. Aucune conséquence. Il n'a pas su réagir? Il n'y a rien eu. Et c'est pas la première fois. C'est-à-dire que je pense sincèrement que ça se voyait. Il y avait des choses où, par exemple, quand tu sais qu'un parent, tu ne l'as jamais rencontré, tu n'as jamais signé un carnet de correspondance, c'est quand même assez, je trouve assez interpellant de se dire mais où est ses parents? Pourquoi on ne l'a jamais rencontré? Pourquoi il n'est jamais venu à aucune réunion? Vous parlez de blessures invisibles, à la fois effectivement murées dans un silence pour ne surtout pas déranger, surtout vous faire accepter. C'est aussi ça, le déclic qu'il faut avoir quand on a un regard aussi pour les enfants qui sont turbulents. C'est aussi à ceux qui ne parlent pas. Oui, je pense que c'est très important d'aller voir plus loin que ce qu'on veut voir. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous voyez un enfant qui est assez seul, que vous voyez assez dans la lune, qui est assez blessé, mais que vous dites bon bah ça se trouve c'est juste des conneries d'école. Non. Parfois, juste ça va, prendre le temps de s'intéresser à cet enfant. En fait, cet enfant-là, c'est quelqu'un qui se dit qu'en fait, elle n'existe pas, qu'elle n'a pas le droit de ressentir, qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Donc, si un adulte arrive et que petit à petit, il lui montre déjà de l'intérêt, cet enfant, petit à petit, va se sentir suffisamment en confiance face à un adulte. On le rappelle, cet enfant-là n'a plus du tout confiance en l'adulte. Petit à petit, je pense que c'est à ce moment-là où l'enfant va se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir s'exprimer. On parle du suicide de votre maman, de cette vie donc seule avec votre frère et votre sœur, qui est une vie difficile, une vie où vous êtes déjà maltraitée, des violences psychologiques, des violences physiques aussi. Pas à ce moment-là. Pas sur moi directement, c'est plus des choses que j'ai subies en les regardant, les violences conjugales, jusqu'au moment où forcément ça devient aussi une normalité pour moi, puisque je vois personne réagir, donc je me dis apparemment mon frère peut taper tout le monde et ça cause aucun problème, personne ne dépose plainte, personne ne s'en plaint. Et du coup, forcément, quelques années plus tard, quand ça m'arrive à mon tour, je me dis que c'est normal. L'enfer continue. À l'âge de 8 ans, vous avez, je parlais de déclic, et c'est comme ça que vous le signifiez aussi. C'est le mot que vous employez lorsque vous apprenez que votre mère s'est suicidée, vous discutez avec votre sœur, et elle vous propose de faire la même chose. Ouais. De vous tuer toutes les deux. Je crois que ça a été vraiment là le gros déclic qui a commencé à me dire ok, c'est pas normal ce que je vis chez moi. Parce que je me suis dit mais comment elle est censée m'aimer tout en me proposant qu'on se suicide à deux, parce que d'après elle, la vie est dure. C'est terrible. Et je crois à 8 ans, déjà je n'avais aucune envie d'avoir ni les notions de la mort, ni d'avoir peur de la mort. Et quand je suis rentrée, parce qu'à ce moment on était en déplacement, quand je suis rentrée dans une sorte de parano de me dire et si là quand je mange, elle avait pris la décision de nous tuer. Et donc c'est là où en fait tu te dis mais à 8 ans c'est pas du tout normal d'avoir ce genre de pensée quoi. Quand tu te dis je suis plus en sécurité partout sauf que chez moi, c'est que ça va pas. Vous prenez conscience que celle qui est censée vous protéger en fait veut vous tuer en même temps qu'elle, mais veut vous tuer. En fait elle est tellement destructrice que oui, elle détruit tout sur son passage. Un frère qui sera aussi condamné pour agression sexuelle sur mineur et violence. Ouais. Aggravée. Grandir dans une famille aussi dysfonctionnelle, aussi toxique, clairement, vous n'en avez pas conscience au début, et vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est ce qui va effectivement programmer le type de comportement qui vous paraissent finalement normaux, classiques, et qui vont vous amener à une relation aussi, à vivre cette relation difficile avec votre premier amoureux, si je puis dire. On va appeler ça comme ça. Première relation. Ouais. Mais pareil, c'est parce que en fait, c'est une personne qui, pour la première fois, s'intéresse à moi. Là où moi, je sors d'opération parce que j'ai des problèmes de santé, que tout le monde s'en tape clairement chez moi de mes problèmes de santé, alors que pourtant, je suis toute jeune. Et puis même si c'était pas le cas, c'est grave. Mais vous voyez encore mon cheminement de me dire, j'ai encore du mal à réaliser que j'avais le droit de souffrir.
Et donc, il y a ce mec-là qui a quand même 6 ans de plus que moi. Donc, quand t'as 15 ans, lui 21 ans, c'est déjà pas hyper normal. Mais en même temps, qu'est-ce que la normalité quand mon frère vient de se faire condamner pour violation mineure? C'est compliqué. Et du coup, lui, il a beaucoup d'intérêt. Il me pose énormément de questions. Il veut toujours savoir où je suis. Et du coup, pour moi, je me dis, ah cool. C'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt. J'existe. Genre, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me laisser 3 mois dans la nature sans s'en foutre. Et puis après, il y a cette pression qui commence. Je veux savoir comment tu t'habilles, ce que tu portes par rapport aux garçons. Mais pareil, je me dis, c'est de la protection. Il veut me protéger. Chose que je ne connais pas. Et donc, tout commence à être biaisé. Et j'ai pas du tout mes limites. C'est-à-dire que même quand je ne le rencontre pas, parce que ça a pris un certain temps, même quand il m'insulte des pires noms, mais je suis habituée aux insultes depuis mon plus jeune âge. Comment, à ce moment-là, c'est censé être un signal d'alerte? Et vous vous dites, de toute façon, j'ai résisté à tout, je peux encore résister à ça. Si à côté de ça, il m'aime et qui... Je n'ai aucune notion de ce que l'amour sain, et c'est que très nouveau pour moi de la découverte. Il vous frappe, les violences sont quotidiennes. Ouais. Il augmente le son de la musique pour ne pas qu'on entende. Votre sœur entend, elle ne réagit pas. Non. Au début, elle a réagi. Alors déjà, au début des violences, elle n'était pas là, elle était à l'étranger. Donc j'étais seule à subir ça. Jusqu'au jour où pareil, on est sur une des premières séquestrations, donc la police arrive et ils se disent, mais en fait, où est ta tutrice? Et elle est pas là. Désolée si j'en rigole, c'est un mécanisme automatique. Je préfère en rire plutôt que d'en pleurer. C'est bien. Vraiment touchée par votre témoignage, au contraire. Et du coup, en fait, elle revient. Elle prend connaissance donc, de mes blessures et donc, à ce moment-là de la séquestration et de tout l'état des lieux. Elle est présente. Ça a duré 12 jours. Après ces 12 jours, ça a été pareil. Tu veux pas laver la tasse ou t'es rentré trop tard. C'est peut-être qu'au final, t'as envie de te refaire agresser. Et c'est reparti comme ça. Cet homme a été condamné pour ce qu'il a fait 3 ans et demi plus tard. Mais il a été condamné. Il a pris 8 mois. 8 mois. Donc il est dans la nature maintenant. Oui. Ce sera une succession de déceptions face à celles et ceux qui sont censés vous protéger. On a parlé effectivement de votre entourage, de votre famille qui est toxique, en tout cas ce pan de la famille, parce que là on parle de votre sœur et de votre frère. On parle de cet homme évidemment. On a parlé de l'école aussi qui ne vous entend pas. Et puis à l'arrivée de l'aide sociale à l'enfance, des foyers. Ouais. Et là vous découvrez un autre monde, un monde qui est censé aussi vous protéger. Ouais, alors là je suis tombée de 1000 étages. J'ai pas compris. Je suis sortie d'une séquestration de 9 jours, donc je sais même plus que j'étais abîmée, c'est que j'arrivais même plus à me faire approcher par quiconque. Et donc j'ai une éducatrice qui vient me récupérer pour me dire qu'elle vient de l'aide sociale à l'enfance, que cette fois-ci tout est terminé, que je serai protégée, qu'on allait me mettre dans un foyer d'urgence, où en gros ça serait un endroit où on allait m'aider à me reconstruire à la suite de ce que je viens de vivre. Je vois pas trop en quoi ça m'a aidé. En fait, on m'a juste entassé quelque part. Oui, vous avez un mot très dur. Vous dites clairement que c'est un entrepôt. En fait, on entrepose les âmes perdues. C'est le cas. Quand tu rentres dans une pièce, moi je me rappelle, je suis rentrée tard ce soir-là, et que j'ouvre la pièce et que je vois peut-être des dizaines de sacs de couchage par terre, les uns sur les autres. Je me dis, mais attends, c'est ça l'État qui doit me protéger et m'offrir une nouvelle chance de possiblement me sortir de ce qui vient de m'arriver? Des repas insuffisants, un nombre d'éducateurs insuffisant, pas suffisamment formés, pas qualifiés. Pas qualifiés du tout, parce que du coup j'ai fait mon enquête par la suite, parce qu'il y a des choses que je comprenais pas. Et c'était juste des membres de la famille d'une directrice ou des gens qui ont dépanné, mais qui sont pas du tout qualifiés pour s'occuper de mineurs. Et on vous dit en arrivant, tout le monde n'est pas fréquentable, certaines filles font des choix dangereux. Si jamais tu penses aller dans cette direction, viens me voir, je te donnerai des préservatifs. Ouais, ça a été le choc. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Je viens de sortir de 9 jours de séquestration avec violence et viol, et on vient de me parler de ça. Donc c'était dérisoire, mais même comme par la suite, quand il y a des jeunes filles, je me rappelle d'une jeune fille qui avait disparu, elle avait quand même 13 ans, ils n'ont pas appelé la police. Vous dites, après avoir passé par un autre foyer, celui de Sainte-Croix, vous dites Sainte-Croix, censé être un lieu de reconstruction, encore un autre, était en train de me transformer en une version de moi-même que je ne reconnaissais pas. C'est quoi cette version? Agressive, complètement agressive. Là où vous me voyez maintenant, mais j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très calme. Ça a toujours été moqué d'ailleurs, parce que je peux paraître un peu maniérée, un peu précieuse. Et là, j'ai dû, quand je suis arrivée, qu'on a essayé de me tester, donc
d'avoir des comportements violents envers moi pour voir quelle était ma limite. En fait, j'en suis arrivée à un stade de me dire, mais attends, mais là, je vais me faire taper à l'extérieur, je vais me faire taper à l'endroit où je dors. C'est juste plus vivable pour moi, et donc j'ai dû... Pardon, pas facile. Mais j'ai dû faire preuve, moi aussi, de violence pour me protéger, parce que personne ne le faisait, quoi. Vous n'étiez pas protégée par les gens qui vous entouraient? Non. Quand vous disiez, je viens de me faire frapper, possiblement... Mais en fait, on arrive à un stade où tu n'as même plus envie de leur en parler. Tu leur en parles plus aux éducateurs parce qu'ils ne sont pas là. Les éducateurs, entre ceux qui t'appellent soit pour ton numéro, soit ceux qui te rabaissent, soit ceux qui veulent... Je me rappelle un matin, j'avais vraiment mal au cœur, j'étais moralement très très mal puisque je me faisais massacrer par mon compagnon, que j'avais pas le soutien de la police, etc. Et je vais juste pour lui faire un câlin et qu'elle me pousse en me disant, mais en fait ta mère elle est morte et je serai jamais ta mère. Et c'est censé être une personne âgée, réconfortante. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est normal qu'après, en tant que jeune enfant, en tant que jeune adulte, t'as plus envie de te confier à l'adulte. Tu te renfermes. Toute la complexité de l'aide sociale à l'enfance, où on demande finalement aux éducateurs de ne pas donner d'amour, effectivement, de pas de sentiments. C'est ça. Donc on t'appelle soit par ton numéro, soit par ton nom de famille. On le rappelle, nous sommes des enfants. 10 ans de thérapie après. Oui. Des retrouvailles aussi avec votre papa dont vous ne saviez rien? Non, c'est un miracle. Je n'ai pas d'autre mot que Dieu m'a donné la chance aujourd'hui d'avoir enfin une famille. Et c'est un miracle, vraiment, c'est un truc de fou. De pouvoir comprendre aussi qui était votre maman? Un peu, ouais. C'est surtout qu'à travers tout ça, à travers toutes ces horribles expériences avec ma famille, j'ai pu vraiment comprendre et ne plus lui en vouloir. Parce qu'avant, je lui en voulais. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que tu m'aimais pas assez pour te suicider? Quand je suis passée par ce qu'elle est à peu près passée et que j'ai vu les gens qu'elle a pu fréquenter, je comprends. Vous avez compris effectivement que ça n'avait rien à voir avec vous? Non. Quelles sont les relations que vous avez avec votre papa aujourd'hui? Vous arrivez à recréer un nouveau lien? Ouais. Déjà, ça a été compliqué d'expliquer à un homme de 60 ans qu'il avait une fille dans la nature depuis 25 ans. Donc c'était Il ne le savait pas? Non. Non. Donc il n'a rien su de tout ce que vous avez subi? Non. Il a découvert dans le livre. Waouh, le choc. Ouais. Comment se revaloriser aujourd'hui en tant que personne, vous, aujourd'hui, cette thérapie dont vous parlez, qui a été très importante? Ouais, déjà. Et moi, pourtant, j'étais vraiment pareil dans ce système d'aide sociale à l'enfance mais quel est l'intérêt d'aller parler à un psy de quelque chose dont il n'a jamais vécu? Donc, je comprends 1000 fois les gens qui peuvent se dire, mais pourquoi aller voir des professionnels qui vont me conseiller sur des choses qu'ils n'ont pas vécues eux-mêmes? Parce qu'ils ont le recul. Parce que nous, on est à vif. C'est ça le truc. Nous sommes des écorchés vifs. On a besoin parfois d'avoir le cœur de côté et d'écouter avec la tête et d'avoir des conseils un peu plus pragmatiques. Il y a 1 milliard de thérapies complètement différentes. On peut chacun trouver une thérapie qui nous correspond et je pense que c'est essentiel. Mais même pour les gens qui n'ont pas de traumatisme, c'est essentiel. Donc moi, j'ai réussi petit à petit à me reconstruire. J'ai pas envie non plus de dire à tout le monde, regardez, je vais super bien et je suis guérie à 100%. C'est faux. Il y a plein de choses qui m'arrachent encore le cœur, il y a encore des choses qui sont encore sensibles, mais j'y travaille et surtout je me revalorise moi-même et je ne me laisse plus jamais faire et j'ai mes limites à moi. J'ai mon seuil de tolérance. Vivre avec. C'est ça. Vous terminez ce livre très fort, L'enfant oublié, je rappelle, donc chez Hugo Docs et Hugo Publishing, c'est la même maison d'édition. Vous terminez par un chapitre qui s'appelle « Et vous ?» et puis un autre, donc vous incitez les gens finalement à regarder un peu plus loin que ce qu'ils voient au premier abord, et puis surtout une lettre aux institutions. Un petit mot rapide. J'aimerais beaucoup que les gens qui puissent faire changer les choses le lisent. Il y a des idées qui sont simples, mais j'ai encore vraiment un journal entier, si vous voulez, d'idées qui sont réalisables. Mais ne serait-ce que, par exemple, commencer sur des campagnes de sensibilisation par rapport aux jeunes qui sont placés à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance. Je pense que ça pourrait être des choses complètement réalisables et qui peuvent aider. Merci beaucoup Nathalie Nation d'être venue sur le plateau du Grand JT pour nous parler de l'enfant oublié. Ce témoignage, ce livre absolument remarquable, quand la famille détruit et que le système abandonne. Une succession de drames absolument terribles qui sont relatés dans ce livre. Merci à vous d'être venue sur le plateau. Merci. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, on en a besoin là je crois, et on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge,
Il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yolène Guérif. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yolène. Vous êtes directrice générale de l'association Partage, une asso qui lance une tournée qui s'appelle Trésor d'Égypte, constituée de 7 dates de concerts en France. Racontez-nous en quoi consiste cette tournée. Alors, cette grande tournée, elle s'organise tous les 2 à 3 ans et elle consiste à permettre la rencontre d'enfants qui viennent d'un autre pays, donc aujourd'hui qui viennent d'Égypte, avec des enfants français. Donc en fait, ces enfants, ça va faire déjà presque 3 ans maintenant qu'ils dialoguent et qu'ils construisent des projets avec des enfants de France, mais aussi des enfants du Bénin, de Madagascar ou du Cambodge. Ils construisent des projets autour de l'égalité filles-garçons, autour de l'environnement ou encore autour des droits de l'enfant. Et ça se concrétise par cette rencontre en chair et en os pendant 3 semaines où 21 enfants d'Égypte vont sillonner la France pour présenter un magnifique spectacle à découvrir en effet autour de 7 dates. Et puis entre chaque spectacle, ils vont aussi aller à la rencontre d'enfants dans des écoles, des collèges, des lycées, des écoles de musique ou des centres de loisirs. Voilà, une tournée donc, qui a déjà commencé et qui aura lieu jusqu'au 22 mars de cette année. Une tournée avec 7 dates, on vous l'a dit, on retrouve tout évidemment sur le site de Partage. Alors on parle des Trésors d'Égypte, bien sûr. 21 jeunes chanteurs, chanteuses, danseurs égyptiens qui viennent. Quels ont été les critères de choix pour ces jeunes artistes ? Alors, ça a été vraiment fait sur toute une longue période. Donc, ces enfants, ils ont été choisis parmi les plus assidus des écoles dans lesquelles nous travaillons en Égypte, mais ils ont été choisis parce qu'ils pratiquent la chorale, le chant, la danse, et puis cet art martial à découvrir absolument, qui est un art martial antique pharaonique qu'on appelle le tartib. Alors, on va parler effectivement de cet art martial, bien sûr. Il y a autre chose aussi, je crois qu'il y a la danse du bâton, mais je ne voudrais pas la prononcer, j'ai peur de me planter sur la prononciation. Le tateb, c'est ça, qui est mis à l'honneur ? C'est le tartib. Le tartib, c'est aussi, ça s'appelle aussi la danse du bâton ou la stick dance. Donc en fait, c'est tout un art martial qui se joue avec de grands bâtons. On a plusieurs sortes. Il y a un art martial, il y a le tartib cérémonial, donc c'est vraiment un tartib de
de cérémonie qui est fait pour célébrer la vie, le monde, et ça existe depuis l'époque pharaonique. Et puis il y a le tartib martial, sportif, qui est vraiment un art martial, qui est reconnu comme tel, avec des championnats du monde qui se déroulent en même temps que les autres arts martiaux. Et pourquoi c'était important d'inclure cet art-là, précisément, dans ce projet ? Alors déjà, ça a été inscrit récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO et au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est notre patrimoine à tous et à toutes à travers le monde. Donc ça nous paraissait important que de le partager. Il est peu connu, en tout cas moi je ne le connaissais pas avant de découvrir ces jeunes artistes. Et puis l'autre particularité, c'est que cette grande tournée, elle est mise sous le signe de l'égalité entre les filles et les garçons. Et le tartib, il a été très longtemps réservé aux hommes. Et notre partenaire égyptien, l'AED, a ouvert les premières promotions mixtes de cet art martial. Donc vous aurez la chance de découvrir, si vous venez à ces spectacles, des jeunes filles aussi qui pratiquent le tartib comme de jeunes garçons. Alors l'égalité du genre, vous l'avez dit, est mise à l'honneur effectivement lors de cette tournée, et elle met en scène la reine Hatshepsut, d'ailleurs c'est elle qu'on voit sur l'affiche de cette tournée, une reine qui régna, il me semble, pendant 22 ans sur l'Égypte suite à la mort de son mari, c'est Toutmosis II. Racontez-nous cette reine qui arrivait à se grimer, on ne savait pas trop finalement si c'était une femme ou un homme. Déjà à l'époque, on avait cette ingéniosité. Oui, alors c'est pour ça, le choix n'est pas neutre. Donc vraiment, autant le choix du thème que le choix de ce symbole a été fait par les enfants eux-mêmes. Ils ont vraiment souhaité que cette tournée soit mise sous le signe de l'égalité entre les filles et les garçons. Et en effet, cette reine pharaon a été un très très grand pharaon. Et en effet, elle se grimait avec les attributs masculins pour un peu brouiller les codes. Et c'était en tout cas sa manière à elle d'assumer son genre et la particularité qu'elle pouvait mettre à ce règne. Donc on trouvait ça, un symbole très fort choisi par les enfants pour symboliser cette tournée. Un symbole très fort, en effet. L'année dernière, vous n'avez pas obtenu les visas pour les enfants, donc pas de tournée. Cette année, rassurez-nous, dites-nous que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'entrave. Je me souviens le jour où on s'est retrouvés toutes les deux l'année dernière, j'apprenais le matin même que les visas étaient refusés. Ça a été un tsunami pour Partage, pour les bénévoles de Partage qui organisaient cette tournée depuis plus d'1 an. Et évidemment pour les enfants, ils ont été particulièrement touchés par ce refus de visa. Et je me souviens avec toute l'équipe de Partage, avec les enfants, avec toute l'équipe de l'AED, notre partenaire en Égypte, on a dit « Allez, on retente le coup, on va essayer de mieux expliquer l'objet de cette tournée, notamment au consulat de France, à l'ambassade de France. On va essayer vraiment de montrer tout l'intérêt de cette rencontre qui façonne la paix finalement et l'ouverture entre les peuples. Je crois qu'on a été entendus, on a été compris. Donc les enfants sont arrivés lundi matin, on les a accueillis, tous et toutes ont eu leur visa. Ce soir, nous avons le premier spectacle qui se joue à Lille. On est ravis. Demain, nous serons sur la grande scène de l'UNESCO où les enfants vont pouvoir dévoiler leur spectacle devant un parterre d'ambassadeurs, de partenaires au développement et d'aide publique au développement. On est ravis. Je rappelle que Partage est une association française de solidarité internationale et qui aide les enfants du monde les plus démunis à grandir finalement dans le respect de leurs droits fondamentaux. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé tout cela via Skype. Yolande Guéry, vous êtes directrice générale chez Partage. Merci à vous. Merci beaucoup, on vous attend nombreux sur notre site internet. Vous retrouverez toutes les dates sur partage.org pour participer à l'un de ces spectacles. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. J'ai été élevée dans une famille très spéciale du nord de la France où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont personne ne veut, dont la société pense qu'ils sont déjà foutus. Et donc, évidemment, ça laisse des traces. Une famille à la Joséphine Baker, avez-vous dit, quand vous avez découvert aussi l'histoire de tous ces enfants, la famille arc-en-ciel de Joséphine Baker. Vous y arrivez dans cette famille dans le Nord, alors que vous-même, vous n'êtes pas du Nord et que cette famille ne vous adopte pas d'ailleurs, parce que vous avez une maman qui ne vous a
jamais abandonné. Tout à fait. D'ailleurs, quand je parle d'une famille où on était une vingtaine d'enfants, parfois on me demande mais combien exactement? Je dis bon, premièrement, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, c'est juste qu'effectivement, à un moment, on a arrêté le décompte parce qu'il y a eu 16 enfants adoptés officiellement, de manière plénière, légalement. Et ensuite, tous les enfants qui, comme moi, étaient dans des situations encore plus complexes qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir ce type d'adoption. Simplement, heureusement, tout ne se jauge pas à l'aune d'un papier administratif. Donc, on a vraiment vécu en frères et sœurs, on a vraiment vécu en famille. Et ces parents, vous les vivez comme vos parents, mais de la même façon que votre mère. On dit beaucoup dans cette émission, parce qu'on parle de parentalité, on parle d'éducation, à quel point c'est important. S'il y a un conseil qu'on donne, c'est de dire il faut donner un cadre, il faut rassurer, il faut sécuriser l'enfant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas eu une enfance sécurisante. Je parle avant d'arriver dans cette famille. C'est vrai, surtout que j'ai fait des allers-retours entre ma maman biologique, et cette famille hors norme. Et donc j'ai fait vraiment une double enfance, une enfance où j'étais seule en tête-à-tête avec ma maman qui en fait souffrait de problèmes psychiatriques. Et donc j'étais la maman de ma maman, puisque finalement il fallait que j'essaye d'assurer là où elle n'y arrivait plus. Et puis de l'autre côté, cette famille complètement hors norme, où d'un coup, de fille unique, je passe à fille dans une ribambelle d'enfants. Alors, un accompagnement à parfaire, et ça, effectivement, ça fait 10 ans que vous œuvrez pour que ça change. Quelles actions vous avez rapidement identifiées, essayé de mettre en place, justement, pour que les choses changent? Première action sont les visites de pair à pair, donc proposer à des bénévoles qui ont le même âge que les jeunes qu'on accompagne d'intervenir à l'hôpital auprès de ces jeunes qui n'ont pas vraiment l'occasion de rencontrer d'autres jeunes pendant les traitements, juste pour partager un instant assez léger, de parler de choses de son âge, etc. Parce que c'est plus facile de partager, de s'ouvrir à quelqu'un de son âge? Ouais, plus facile, et souvent justement on parle très peu de la maladie pendant ces moments-là. D'ailleurs c'est ce qu'on dit à nos bénévoles. Et les jeunes n'ont pas vraiment envie de parler de la maladie parce que c'est justement un moment en dehors des traitements, en dehors de tout ce qu'ils peuvent avoir au quotidien dans les hôpitaux. On peut s'évader et oublier sa maladie pendant quelques instants. Exactement. Et ça c'est la première mission qu'on a mis en place pour l'hôpital. Et ensuite on propose aussi des week-ends à l'extérieur de l'hôpital, des sorties en dehors de l'hôpital. Et pour l'après-cancer, on a des programmes dédiés aussi parce que c'est un moment qui est particulier. Beaucoup de jeunes nous disent que finalement une des périodes les plus compliquées pour eux, c'est justement à la sortie de l'hôpital parce qu'ils ont été ultra accompagnés pendant les traitements, et puis à la sortie, c'est retour à une vie sociale, vie professionnelle. Retrouver la confiance aussi, j'imagine, on l'a entendu, parce que pendant... Bon, alors après, il y a un cancer, peut-être des cancers, effectivement, tous les cancers sont différents, et c'est des parcours de maladies qui sont à chaque fois différentes, mais à chaque fois, il y a pas mal d'obstacles, et à chaque fois, il faut trouver les ressources sur le plan mental pour avancer et retrouver confiance, parce qu'on a perdu l'image de soi. L'image de soi, c'est compliqué, on a quand même le sentiment. Ouais, totalement. Le rapport au corps, c'est une vraie problématique qui est rencontrée en après-traitement pour beaucoup de jeunes, et c'est justement comment se réapproprier un peu son corps. Et il y a différentes thématiques qui ont été identifiées dans les gros enjeux de l'après-cancer, et on essaye de les accompagner au mieux pendant cette période. Vous avez décidé il y a quelques années de monter cette plateforme. Vous allez nous dire comment vous le présentez avec grand plaisir, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites. Bien sûr. Alors donc en fait la plateforme SafeBear aujourd'hui, ça permet de venir connecter ces réseaux sociaux et d'avoir une analyse par des processus d'intelligence artificielle, des processus robotiques automatiques plusieurs fois par jour pour venir analyser d'un côté les messageries privées, mais aussi les flux publics. Sur aujourd'hui 4 réseaux sociaux différents. On est sur Twitter, donc X, Instagram, Snapchat et TikTok. Et quand on détecte un contenu qui est problématique, de la menace, de l'obscénité, du dénigrement, des insultes, en fait, nous, on va venir ce qu'on appelle le cryptographier, c'est-à-dire le sauvegarder d'une façon très transparente et qu'on ne peut pas modifier, pour le stocker dans un coffre-fort pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et grâce à ça, il peut directement en fait aller en police ou en gendarmerie pour porter plainte depuis notre plateforme en un clic, avec toutes les preuves qu'on a indexées pour lui sur ces différents réseaux sociaux. D'accord, y compris dans sa messagerie privée. Exactement, en fait c'est ça la prouesse nous, en fait, qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a plusieurs brevets qui sont posés dans le monde par rapport à cette technologie. Et en fait grâce au consentement de l'utilisateur, on va venir en fait du coup avec ces analyses-là pouvoir analyser, mais très transparent, c'est-à-dire il n'y a pas ni de revente de données, ni de données qui partent à droite à gauche, c'est stocké en France pour le compte d'utilisateur et seulement pour son compte. Ça lui appartient à 100%. D'accord. Et on restitue si bien sûr, pour X ou Y raison, il veut quitter le service, etc. On est vraiment très cadré là-dessus. Cadré.
Elle était bipolaire, comme on dit, et donc ça pouvait passer d'un instant de mon trésor, mon amour, ma chérie, je veux te gâter, à de la violence, elle va pas bien, elle est en crise, et vous devenez le déversoir de tout ça. Oui. Vous réussissez néanmoins, et en vous lisant, je me suis dit, c'est mystérieux quand même, toute petite, à faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui relèverait d'une mauvaise disposition de sa part à votre endroit. Vous ne doutez pas qu'elle vous aime, en fait. Oui, c'est vraiment le miracle de ma vie, parce que c'est vraiment à ça que j'ai pu me raccrocher. Et je pense en plus que j'ai raison. Je pense que j'ai vraiment eu raison de faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui est vraiment ma maman. Et c'est vrai que j'ai perdu ma maman il y a peu de temps, et je reste persuadée que ce qu'elle m'a donné quand je suis née, c'est-à-dire vraiment la toute petite enfance, du moment de la naissance jusqu'à mes 3 ans à peu près, elle s'est montrée d'un amour extraordinaire. Et je crois que ça m'a donné des fondamentaux, des racines. Finalement. Exactement. J'avais vraiment les racines qu'il faut pour m'accrocher, malgré après toutes les tempêtes qui ont pu s'abattre sur nous. Sachant aussi que la stigmatisation de la société, la cruauté de la société, passe par beaucoup de choses. Ma mère avait ce problème psychiatrique, mais en plus, on était dans une grande précarité. Donc la pauvreté, l'isolement. Ma mère était elle-même fille de l'assistance publique. Donc elle avait personne pour la protéger. Donc vous imaginez un petit peu le millefeuille de difficultés, et la société dans ces moments-là est pas du tout est pas sympathique, quoi. Elle est vraiment cruelle. Donc j'ai pu vraiment goûter à tout ça. Ça ne touche pas qu'une personne au final. Quand il y a un malade, c'est au final toute la famille, tous les proches qui sont impactés. Ouais, beaucoup les frères et sœurs aussi qui sont impactés, comme le dit Lucille juste avant. Et c'est vrai qui se sentent parfois impuissants. Ouais, et c'est aussi, on a beaucoup de proches qui nous posent des questions aussi sur comment accompagner son frère, sa sœur, son fils, sa fille. Et c'est vrai que c'est un soutien particulier. Et on essaye aussi de pouvoir proposer un accompagnement, au moins de guider, comme on peut, cet entourage qui parfois se sent un peu démuni. Et j'imagine qu'il y a différents niveaux de détresse psychologique chez les jeunes patients. Est-ce qu'il arrive, parce que dans le témoignage, elle précise qu'elle est très entourée. Est-ce qu'il arrive que vous ayez affaire à des jeunes dont l'entourage n'est pas présent du tout ? Oui, beaucoup. Beaucoup de jeunes, soit parce qu'ils sont isolés, ils habitent dans des villes, pas forcément avec des hôpitaux qui peuvent accueillir le jeune en question. Il doit s'éloigner. Justement, on avait le cas d'Élodie qui a décidé de rester à Orléans, mais il y en a certains qui n'ont pas du tout le choix et qui doivent partir. Et là, c'est aussi proposer des financements aux familles pour qu'ils puissent faire les allers-retours auprès de leurs jeunes, ou proposer des hébergements d'urgence aussi aux proches pour qu'ils puissent être proches des jeunes hospitalisés. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui justement sur l'ampleur du cyberharcèlement dans les écoles ou pas d'ailleurs ? Il y a des stats qui sont assez effrayantes qui viennent du rapport de l'UNICEF qui est sorti en 2025. On parle de 1 enfant sur 6 qui est victime de cyberviolence. Et sur ces 1 enfant sur 6, on parle de 1 enfant sur 4 qui a déjà pensé au suicide ou alors qui est dans une détresse psychologique. Déjà, si on prend ces statistiques, ça fait peur. Bien sûr. On parle aussi de 1 femme sur 2 qui a déjà été victime de cyberviolence. Donc ça aussi, c'est abusif. Tout à fait. Et quand on a ces chiffres-là, bizarrement, on se dit... Pourquoi il n'y a rien en fait qui est déjà disponible ? C'est ce que j'allais vous dire, on a l'impression que sur les plateformes, rien ou presque n'est fait. On nous parle de modération, mais derrière, ça, en fait. On a encore des faits divers et qui sont malheureusement présentés comme des faits divers, mais qui sont des drames tragiques qui touchent notamment des jeunes tous les jours. Oui, mais en fait, si on prend juste la politique d'un réseau social, en fait, ils vont toujours dire que ce n'est pas de leur faute de la façon dont vous utilisez leur plateforme. Parce qu'on accepte des politiques de confidentialité, des politiques d'utilisation, et dedans, il y a marqué « vous ne devez pas, par exemple, dénigrer, insulter, etc. » Et si les gens le font, ils disent « mais c'est pas nous on a dit qu'il ne faut pas le faire. » Après, ils le font. Donc en fait, c'est là où on a besoin... De toute façon, c'est toujours pareil. Quand il y a énormément d'utilisateurs, on peut plus non plus avoir un contrôle total de ce que l'on fait, c'est normal. Mais... Du coup, il faut qu'il y ait des services tiers qui se spécialisent sur certains problèmes. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on se dit. On est un peu une surcouche. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferrer à la rédaction. Un grand merci tout particulier à Roxane et Edgar qui ont travaillé avec nous sur cette rédaction et qui partent faire de nouvelles aventures. On leur souhaite plein de bonnes choses évidemment. Et je vous souhaite en attendant une bonne soirée. En attendant de vous retrouver demain, bien entendu. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation ?